représente aujourd'hui un soldat des compagnies franches de la marine. C'était les soldats qui étaient en poste ici en Nouvelle-France entre 1683 jusqu'à la conquête, jusqu'à 1763, la signature du traité de Paris. Donc on va faire ensemble le tour du fort. Vous avez reçu un dépliant. Si vous l'ouvrez, ce dépliant-là, à la page qui est à l'intérieur, vous allez retrouver le plan qui est ici. C'est le plan du fort Jacques-Cartier. Et donc, dans ce plan-là, vous allez voir des petits numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est les endroits où on va s'arrêter dans le fort. Donc, où on va présenter certains faits en lien avec le fort, mais aussi des faits historiques en lien avec le fort. Donc, on va se remettre en contexte avant de démarrer notre visite. On est en 1755. La guerre de 7 ans éclate. La guerre de 7 ans, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, nous, la guerre de la conquête. Et donc, ça oppose la Nouvelle-France et les colonies britanniques. La Nouvelle-France, il faut savoir qu'elle a un territoire immense à l'époque. Ça va des Rocheuses jusqu'à la vallée du Saint-Laurent en descendant jusqu'au golfe du Mexique. Donc, c'est immense. Et donc, on entre en guerre contre les colonies britanniques. En 1755, 56, 57, 58, ça va vraiment bien pour les Français. On gagne plein de batailles, des batailles importantes, grâce à nos alliés autochtones. Sans les alliés autochtones, oubliez ça, on n'est pas assez nombreux, mais c'est grâce à ces alliances-là qu'on remporte les batailles. Mais en 1759, les Britanniques se réveillent, changent leur stratégie et décident d'attaquer d'une manière différente et ils vont venir assiéger Québec. Donc, ils s'installent devant Québec et tout l'été de 1759, Québec est bombardé. Donc, on bombarde Québec, on bombarde Québec. Et là, il y a Montcalm, tout le monde connaît, donc Louis-Joseph Marquis de Montcalm, donc qui dit « Ouais, là, ça va pas bien, faut penser à un plan B. Qu'est-ce qu'on fait si Québec tombe? » Et là, il rassemble ses officiers et ils se disent « Ça serait où le meilleur endroit où on pourrait retraiter? » Et là, il y en a qui parlent d'un poste, un autre. Et on en vient à la conclusion que Jacques-Cartier, c'est la meilleure place. C'est la meilleure place parce que c'est pas trop loin de Québec si on veut retraiter. Ça nous permet de protéger Trois-Rivières et Montréal si jamais on a besoin de protéger. Donc, c'est un site idéal. Et en plus, vous allez le voir par la topographie du terrain tantôt, on est en hauteur, il y a des barrières naturelles qui sont presque infranchissables. Donc, ça devient un site privilégié. Donc, dès l'été 1759, avant même la bataille des Plaines d'Abraham, on vient mettre des vivres à l'abri ici. On vient mettre, on fabrique des fours, parce qu'on sait que si jamais on veut retraiter, il va falloir nourrir le monde. On construit des fours, on vient cacher de la nourriture, on cache des armes, les biens personnels des officiers, on en cache aussi. Et pour protéger tout ça, on se dit, on va installer une batterie de canons. Donc, on vient même installer quelques canons en hauteur pour protéger tout ça. On est avant même la bataille des Plaines d'Abraham. Donc, on était quand même assez visionnaire parce que le 13 septembre 1759, au matin, éclate la fameuse bataille des Plaines d'Abraham. Et vous la connaissez, vous en connaissez l'issue. Hein, après 15 minutes, la bataille est perdue par les Français. Et donc, les Français ne savent pas quoi faire. Donc, les militaires français ne savent pas quoi faire. Ils s'en vont à Beauport. Et là, Vaudreuil, parce que le marquis de Montcalm est blessé mortellement, c'est le gouverneur qui prend la place. Et là, Vaudreuil décide avec ses officiers que c'est le moment de retraiter à Jacques-Cartier. Donc le soir même, le soir du 13 septembre, on a des soldats français qui vont partir à la marche de Québec pour s'en venir ici à Jacques-Cartier. 2 jours après, la totalité de l'armée française est rendue ici. Le 15 septembre, les Français sont ici. Et donc, il n'y a pas de fort encore, on s'entend, là, le site est là. Pendant leur marche, ils ont de la misère à traverser la rivière Jacques-Cartier, hein, il n'y a pas de pont. Il y a des bacs, mais ils sont en mauvais état, donc il y a de la misère à traverser. Et donc, mais ils réussissent. Le 15 septembre, ils sont ici. 2 jours après, le maréchal de Lévis, c'était le bras droit de Montcalm. Lévis arrive, et c'est maintenant lui le commandant des troupes. Et donc, lui, il dit, non, ça restera pas comme ça. On va retourner à Québec. D'abord, Québec n'est pas tombé. Les Anglais ont gagné, mais les Français sont encore à l'intérieur de Québec. On retourne à Québec, on va reprendre la ville. Donc, il repart avec les soldats vers Québec. Et rendu un peu l'autre bord de Neuville, il y a quelqu'un qui arrive et qui leur dit « Non, oubliez le projet, Québec est tombé, il y a eu une reddition, on manquait de vivres et donc la ville a capitulé. » Donc, Lévis est furieux. Il ne comprend pas comment ça se fait qu'on a laissé partir la ville comme ça. Il revient une nouvelle fois à Jacques-Cartier avec les troupes et c'est là qu'il décide « On va construire un fort ici. On va retraiter ici, puis on va planifier quelque chose d'autre. » Donc, Lévis lui-même est ici avec ses hommes et vont décider de construire un fort. Il va y avoir à peu près 200 hommes qui vont construire le fort. Imaginez pas une forteresse comme le fort de Chambly en pierre ou encore la citadelle de Québec. Ça presse, on est l'automne, on veut juste une place pour retraiter puis retourner faire une bataille. Donc on construit un fort à la hâte, un fort de campagne. Donc on va prendre de la terre et le fort va être fait de terre. Il n'y a pas de pierre, il n'y a rien de spécial. On prend de la terre, on la remonte, comme vous le voyez ici. Regardez le fossé qui est là. Ce fossé-là, il a été creusé à main d'homme. À main d'homme pour remonter la terre vers le haut
Puis on faisait la même chose vers l'intérieur et on a fait ça tout le tour du fort. Ici, là, imaginez-vous que la butte de terre, le parapet, monte à peu près à 8 pieds de haut par à peu près 8 pieds de large. Donc c'est un parapet. De l'intérieur, on peut monter puis regarder ce qui se passe dehors. Mais de l'autre côté, ici, ben, il y a un creux. Dans ce creux-là, il y avait une palissade de bois. Il n'y en avait pas ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, mais il y avait une palissade, un peu comme ce qu'on évoque ici, les pieux de cèdre là, qui sont pointus vers le haut. Il y en avait une dans les fossés, et il y en avait une aussi, regardez sur le plan, au numéro 1 où on se trouve présentement, c'est la porte du fort, et il y avait une espèce de petit triangle vers l'avant. Donc on avait une palissade en V devant la porte aussi, pas tant pour défendre, mais pour faire que si tu arrives de l'extérieur, tu vois pas la porte, tu vois juste des pieux, et donc c'était un peu un trompe-l'œil si on veut. Donc où on se trouve en ce moment, on aurait deux petits bâtiments. Vous voyez les petits rectangles gris de chaque côté du numéro 1. Ce seraient des corps de garde, donc des espèces de petites maisons dans lesquelles les soldats pouvaient se trouver pour monter la garde. Donc c'est sûr qu'ils se relayaient, mais à un moment donné, s'il pleuvait ou il neigeait, ils pouvaient aller se mettre à l'abri dans ces petites maisons-là qu'on appelle des corps de garde. Pour la suite, donc vous avez votre plan, vous voyez, on est au numéro 1, on va se déplacer, on va longer ce fossé-là et on va se rendre jusqu'au numéro 2 où on va parler des bâtiments intérieurs. Parce que, attention, le fort, on l'a construit à partir du 26 septembre. Mais ça a pris 2 mois à le faire, ou un peu moins. En fait, le fort lui-même a été terminé le 12 novembre. Mais il n'y avait rien à l'intérieur. Les hommes ne couchaient pas à l'intérieur, là. Ils couchaient dans des tentes, ils couchaient à l'extérieur. On est au mois de novembre, il fait frais. Donc, il fallait ensuite s'atteler à construire les bâtiments intérieurs, et c'est ça qu'on va aller voir dans notre deuxième station. Donc, faites attention, il y a des endroits où c'est glaiseux un petit peu, méfiez-vous, ça peut être glissant, une petite affaire. On va se diriger vers le numéro 2 dans cette direction-là, s'il vous plaît. Le livre de Mme Laroche, c'est que Christine se sert de cette roche-là, qui est pleine de légendes, pleine d'histoires, mais qui est là, qui est présente depuis des millénaires, qui a vu tout passer ici, la guerre, les soldats, les bateaux, l'armée, tout ça. Donc, elle raconte. C'est Mme Laroche qui raconte ce qu'elle a vu. Donc, c'est le fun, tu sais, Laroche est là. Alors, tu sais, je ne le montre pas à tout le monde parce que les gens vont vouloir aller au bout. Puis là, c'est un ravin énorme. Le site est très fragile. Regarde, ça a tout déboulé il y a quelques années. Puis là, à tous les ans, ça déboule ici. Là. Donc, le livre est lié à cette roche-là? Le livre, c'est Mme Laroche qui raconte le fort Jacques-Cartier. Donc, Mme Laroche a fait parler de cette roche-là qui a tout vu autour d'elle depuis des siècles. Ces embrasures-là, vous voyez, elles font toutes face à la rivière Jacques-Cartier, qui est sur ce côté-ci. Mais il y en avait aussi, vraisemblablement, face au fleuve. Mais avec l'érosion, on a perdu jusqu'à 5 mètres de terrain avec le temps. Donc, on a perdu ces vestiges-là. Ces embrasures-là, donc, il y en avait aussi face au fleuve. Et il y en avait fort probablement sur le front faible, d'où on a commencé notre visite pour défendre, parce qu'on savait que si on allait être attaqué, ça allait être de là. Donc, en toute logique, il y aurait eu aussi des embrasures là, mais on n'en a aucune trace, puis on n'en a aucune preuve. Mais la logique le commande, si on veut. Ces embrasures-là, vous voyez, on en a beaucoup, mais ça ne veut pas dire qu'on avait autant de canons. Donc, comment ça fonctionnait? C'est que j'avais une embrasure comme ça ici, avec un canon. Derrière l'embrasure, j'avais un lit de pierres. Ces pierres-là, on les remontait de la rivière Jacques-Cartier. On prenait ces pierres-là, on les remontait, on faisait une plateforme, et par-dessus, on faisait une plateforme de bois. Et donc, les canons faisaient quoi? On pouvait les prendre et les déplacer. Donc, ces canons-là ressemblaient beaucoup à ce que vous avez ici. Tantôt, vous pouvez regarder la petite image. Ces photos-là, ce sont de mes amis, des canonniers bombardiers de la ville de Québec. C'est des reconstructeurs historiques. Et le canon que vous voyez, c'est une reproduction exacte d'un canon français de l'époque de la Nouvelle-France. Et donc, vous voyez des grandes roues et tout ça, et on pouvait les déplacer. Donc, et ces canons-là, on sait qu'il y en avait pour sûr, non seulement à cause des embrasures, mais aussi parce qu'on a trouvé dans les fouilles archéologiques des boulets de canon français. Donc, les boulets, dans ce temps-là, avaient des mesures qui étaient précises. Par exemple, les Français utilisaient des boulets qui avaient un poids de 4 livres, 8 livres ou 12 livres, le poids que ça pesait finalement. Donc, si je vous envoie un boulet de 12 livres, c'est pas la même chose que si je vous envoie un boulet de 4 livres. Les Anglais avaient d'autres mesures. Ils tiraient des boulets de 6 livres, de 9 livres, etc. Donc, ici, ce qu'on a trouvé, c'est des boulets de 4 et de 12 livres. On n'a pas trouvé de 8, mais possible qu'il y en avait aussi, mais on n'en a pas trouvé. Ces canons-là, donc, étaient orientés de beaucoup vers Jacques-Cartier. Pourquoi? Parce qu'on savait que si les Anglais arrivaient, ils arriveraient de Québec. Donc, c'est de là qu'il fallait surveiller. Donc, on aimait mieux orienter nos canons par là. Ici, on arrête. Pourquoi?
Parce que je vous ai dit qu'on construisait, à partir du 12 novembre, on se met à la construction des bâtiments intérieurs. Donc, vers le 26 novembre, à la mi-novembre, on commence à construire ce qui est ici. Ce sont les baraques. Donc ici, vous regardez votre plan au numéro 2, vous allez voir 3 petites boîtes grises. Ça correspond au logement qu'on a construit pour faire dormir nos soldats. C'était pas du 5 étoiles, je vous rassure. Premièrement, imaginez pas des bâtisses de pierre, imaginez pas des bâtisses de bois non plus. C'était en terre et en argile, un peu comme ce que vous voyez ici. Donc, on prenait de l'argile, on mélangeait ça avec de la paille et on faisait un coffrage. Tout à l'heure, en parcourant, vous pourrez venir voir ici, on vous montre une idée, ça vient du mémoire de maîtrise de quelqu'un qui s'appelle Simon Santerre, qui a mené une étude incroyable sur le port Jacques-Cartier. Puis la présentation que je fais aujourd'hui est essentiellement appuyée là-dessus. Et donc, là-dessus, on vous montre qu'on faisait un coffrage de planches, on remplissait ça de terre, d'argile, puis avec un espèce de pilon, on pilait tout ça, puis quand c'était un peu séché, on remontait. Donc, c'était de l'argile. Et aux extrémités de ces baraques-là, on avait 2 cheminées qui étaient faites, elles aussi, en argile. Donc, sur la figure de droite, vous allez voir, un peu comme on le fait quand on construit un four à pain aujourd'hui. Donc, on a une armature en bois, qu'on pile de l'argile tout autour. Puis quand on met le feu là-dedans, ben, l'argile sèche et bon, ça crée une cheminée. Mais attention, on est au mois de novembre. Les baraques ont été prêtes quand? Le 26 décembre. Les hommes ont dormi où pendant ce temps-là? Ben, dans des tentes dehors. Donc, ils sont rentrés dans les baraques vers le 26 décembre, des baraques en argile avec 2 cheminées de chaque bord d'un mur pignon. Les baraques mesuraient de 10 par 20 mètres, puis 10 par 20 mètres ou 15 par 20 mètres, dépendamment de la taille. Ça veut dire 30 pieds par 60 pieds ou 15 pieds par 60 pieds. 45 pieds par 60 pieds. Donc, ces 3 bâtiments, mais attention, c'était pour loger entre 450 et 550 hommes. C'était bien trop petit. Et là, vous allez me dire, pourquoi? Il y a de la place en masse. Ouais, mais ça pressait. On était au mois de novembre, il fallait finir. Donc, on a construit ça avec les moyens du bord, comme on le pouvait. La toiture était probablement en planches, et ces planches-là, ils venaient de où? Ben, on manquait de tout. Donc, il a fallu aller réquisitionner les matériaux qui étaient à l'église. Donc, l'église était en construction à cette époque-là. On a réquisitionné 20 000 planches, les poutres qui étaient destinées à l'église. On a amené ça ici pour construire essentiellement les bâtiments internes, parce que le fort lui-même était de la terre. Donc, on n'a pas gaspillé de la planche là, à s'amuser dehors pour faire quelque chose qui aurait été inutile. On a gardé la planche fort probablement pour les toitures. Cette toiture-là devait excéder de beaucoup les murs d'argile, parce que s'il mouille, l'argile, elle va se reliquéfier. Là. Donc, on avait des cabanes comme ça. Ces cabanes-là étaient petites. Les soldats dormaient 3 par lit. Donc, la norme dans le temps, c'était 3 soldats par lit, 2 qui dormaient, 1 qui surveillait debout, puis il tournait comme ça à tour de rôle. Et ils dormaient dans quoi? Ben, chaque soldat, normalement, avait ceci. C'est un havre-sac. Donc, c'est un sac de toile de coton qui ressemble un peu à du Denain aujourd'hui. Donc, c'est un sac dans lequel il mettait ses effets personnels, puis il se promenait comme ça avec. La nuit venue, ben, il sortait son stock, puis ça devenait un sleeping bag. Donc, un sac de couchage qui remontait à peu près jusqu'ici. Donc, il y avait ça. Puis, il y avait une couverte de laine. Tu passais l'hiver avec ça. Et donc, ça, les vêtements, c'était ceux-là. Donc, ça ne devait pas être chaud. Avec la cheminée, avec l'humidité. Les hommes gelaient. Et donc, on a demandé des poêles. Il y avait la fonderie hein, à Trois-Rivières, les Forges du Saint-Maurice, merci. Et donc, on a demandé des poêles et on a répondu, on n'a plus de poêles, on les a tous envoyés à Montréal, à Trois-Rivières. Il manquait de tout. Donc, pas de poêles ici. Ce que les soldats faisaient, c'est qu'ils faisaient chauffer des marmites de fonte, puis ils amenaient ça proche de leur lit pour se réchauffer un peu, pour donner un peu de chaleur. C'était tellement mal fait ou tellement pauvre que plusieurs soldats préféraient ramasser des restes de matériaux de bord puis se faire des cabanes pour dormir. Ils étaient plus à l'aise, ils étaient plus confortables là-dedans que dans les fameuses baraques. Donc les baraques, il ne faut pas les imaginer avec des grandes fenêtres et tout ça. Il y avait fort probablement même pas de fenêtre, une porte tout simplement. Et c'était ça. Donc c'était pas très joyeux comme endroit. C'était pas une colonie de vacances. Ce plateau, je ne sais pas si vous le percevez. Ce plateau-là, il est présent ici, mais il est présent tout autour du fort. Il y a des endroits où il a disparu, là, mais il est là. C'est quoi ce plateau-là? Ben, c'est des hommes avec leurs pelles de bois, parce que les outils, on en manquait. On a réquisitionné des outils, hein, mais il n'y en avait pas. Donc, au lieu d'envoyer des pelles de fer, on a envoyé des pelles de bois. Imaginez-vous la tranchée qu'on a vue là-bas, là, creusée à bras d'homme avec des pelles de bois. Mais ici, on faisait la même chose. On creusait à l'extérieur, puis on remontait la terre. Ici, les murs mesuraient à peu près 7 pieds et demi de large environ par 7 pieds et demi de haut. Il était moins grand, 6 pieds et demi par 7 pieds à peu près de haut et de large. Le mur nord qu'on a vu tout à l'heure, j'ai dit que c'était plus 8 pieds par 8 pieds. Donc là-bas, on le savait, c'est le flanc faible, il fallait le protéger. Ici, ben, c'était moins dangereux.
parce qu'on savait qu'on pourrait à peu près pas être attaqué ici. Pourquoi? Parce que la première chose qu'on a fait, oui, on a remonté de la terre pour faire le parapet, mais quand on est arrivé en septembre, tous les arbres que vous voyez, imaginez-vous une forêt avec des gros arbres, des gros pins, etc., on les a tous coupés. Tous coupés pour que les branches tombent vers le bas. Ça a fait ce qu'on appelle un abattis. Ça fait que quelqu'un qui voulait tenter une ascension du cap, ben, un, il y a déjà la pente qui joue contre lui, puis deux, il y a des branches d'en face tout le temps. C'est pratiquement impossible de monter. Puis si tu réussis, tu vas le faire, mais tu vas être ralenti, puis tu vas te faire tirer dessus. Donc, c'était impossible, c'était imprenable. Et ça, les Anglais le savaient, ils en témoignent d'ailleurs. Ils disent, le fort Jacques-Cartier était très bien protégé sur ces angles-là. Donc, avec ces abattis-là, on n'avait pas besoin de faire un parapet aussi important. Par la suite, ben, on l'a quand même fait. Et ce que vous voyez là, la terre qui a été remontée, ça permettait de faire ce qu'on appelle un chemin de ronde. Un chemin de ronde, c'était un chemin qui était tout le tour du cap et sur lequel les soldats sortaient pour monter la garde. On revient à notre point initial, dans le fond, où on avait notre porte, où on a démarré. Imaginez-vous ici, regardez, on a un creux. Là. Je ne sais pas si vous voyez, il y a comme une tranchée. Cette tranchée-là n'existe pas en 1760. Le mur du fort s'en va en ligne droite comme ça ici. Donc, ça s'en va en ligne droite de l'autre côté de la tranchée jusqu'à la rue Notre-Dame. En fait, la pointe du fort se termine à peu près dans le milieu de la rue Notre-Dame. Donc, et ensuite, on revient un peu comme ça. Donc, notre front faible est vraiment ici. C'est lui qu'il faut défendre. On sait que c'est là qu'on va être attaqué si jamais il arrive quelque chose. Donc, ce front-là, et c'est ce qui arrive d'ailleurs, en fait, si on se ramène en 1760, on fait un petit résumé. On a construit un fort, on savait qu'on pourrait être attaqué, il fallait se rendre à quelque part. Donc Montcalm ordonne la construction, le repli à... Pardon, Vaudreuil ordonne le repli à Jacques-Cartier. On construit un fort, on s'en va faire la bataille de Sainte-Foy, on revient. Et là, il se passe quoi? Ben, Montréal tombe en septembre 1760. Donc le 8 septembre 1760, Montréal capitule. Lévis est là, d'ailleurs, c'est lui qui mène les troupes françaises. Montréal tombe. Et dans l'acte de capitulation de Québec, il y a un article précis qui concerne le fort Jacques-Cartier. Ça dit, Montréal est tombé, Montréal capitule, et le présent article mentionne que le fort Jacques-Cartier doit capituler aussi en même temps, et c'est signé. Et donc, officiellement, le fort Jacques-Cartier a fait une reddition là. Sauf que les textos ne voyageaient pas tellement vite à l'époque, et donc ici, on ne le savait pas. Ce qui fait en sorte que le lendemain, le 9 septembre 1760, il y a le colonel Fraser qui arrive devant Cap-Santé avec 700 hommes. Et ils vont passer devant le fort et s'arrêter légèrement plus en amont du fleuve, à peu près vis-à-vis ce que serait là où arrive le rang Saint-Joseph, la route Saint-Joseph à l'heure actuelle. Vis-à-vis là. Ils arrivent là le soir du 9 septembre et le lendemain matin, le colonel Fraser envoie un petit détachement pour voir de quoi ça a l'air ici. Et les Français s'en rendent compte. Donc, badang, 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 on sonne l'alerte. Et donc, quand on voit ça, le détachement s'en retourne voir le colonel. Et le colonel dit, bon, c'est bon, on va approcher. Donc, il arrive ici avec ses 700 hommes et il va sommer le commandant du fort de se rendre. Le commandant s'appelle D'Albergati Vezza. C'est un nom italien, mais il est dans l'armée française. En fait, il est un capitaine des compagnies françaises de la marine. Il est habillé à peu près comme moi, là, avec, vu que c'est un capitaine, il y a la laine est plus belle et tout ça, là. Mais bref, c'est un capitaine. Et donc, le colonel lui somme de se rendre. Et D'Albergati Vezza lui répond, je vais me battre jusqu'à la dernière extrémité. Et donc, quand le colonel voit ça, il dit, très bien. Donc, il prend ses 700 hommes, il en fait 3 divisions. Donc, imaginez-vous devant les portes où on était tout à l'heure, et devant cette pointe-là qui avance vers la rue, 700 hommes qui s'alignent en 3 colonnes. Et il prend 2 canons qu'il avance pour les diriger vers le fort, 2 petits howitzer, 2 autres sortes de canons qu'il pointe aussi. Et là, tu as D'Albergati Vezza qui voit ça aller, qui regarde dans son fort. Il voit quoi? Il voit 50 vrais soldats, il voit 150 miliciens, c'est-à-dire des habitants mais qui se battent, là. Puis il voit 2-3 canonniers, 2 lieutenants, des munitions, pas tant que ça. Donc, rapidement, il dit, OK, c'est bon, on se rend. Donc, le fort Jacques-Cartier s'est rendu sans qu'aucun coup de feu, ni même une goutte de sang ne soit versée. Donc, le fort Jacques-Cartier s'est rendu de cette manière. Je suis présentement avec M. Michel Bertrand pour les Journées de la Culture. Vous êtes le président de la Société d'histoire de Cap-Santé. Oui. Et on vient d'assister à une interprétation, non, c'est pas le mot que je veux. En fait, c'est l'interprétation. C'est une interprétation du fort de Jacques-Cartier. C'est un tour guidé du site de la forteresse, oui. Parlez-nous, M. Bertrand, de la création de la Société d'histoire de Cap-Santé, parce que ça fait pas longtemps. Là.
En fait, officiellement, on est né juste à la veille de la pandémie. Le 29, je m'en rappelle à cause, j'ai pas de mémoire, mais ça, c'est un 29 février, c'est bisextile. Le 29 février 2020, on faisait notre première réunion dans la rencontre, les 7 membres fondateurs. Et puis, d'un coup, bang, on fait un plan, bon, on va aller chercher des membres, on se fait ça. Et là, la pandémie pogne dans 2 semaines plus tard. On s'est dit, OK, on a le temps, on va préparer nos règlements, notre gouvernance, notre logo, préparer nos activités, tout ça. Donc, on a fait la job tannante, on s'en a tout fait. Ça nous donne le temps de se préparer comme il faut. En mai, on voit que la pandémie commence à des signes encourageants. On s'est dit, OK, on va aller en recrutement de membres en mai. 15 de juin, il fallait quand même... On a fait nos démarches d'OBNL puis tout ça, qu'on a eu aussi. Donc, là, on s'est dit, 15 juin, deadline, OK, c'est notre AGA. Écoute, on était surpris. On lance un appel de personnes intéressées et on a 40 personnes le 15 de juin. Alors, les gens étaient... Dave a donné une conférence justement sur le toponyme Cap Santé. C'était hyper intéressant. Les gens étaient emballés. On s'est dit, il y a quelque chose là qui interpelle beaucoup. Fait qu'on se dit, on n'attendra pas à l'automne parce qu'on leur avait dit à l'automne, on va vous faire quelque chose. Tout ça. Le 6 août, on faisait une première activité officielle d'interprétation sur le Vieux Chemin, sur 6 sites, dont la maison Marie-Fisbach et d'autres maisons d'importance. Et bien là, aujourd'hui, c'est notre deuxième activité automnale dans le cadre de nos activités de la société. Et ça tombe bien parce que en même temps, c'est le lancement du livre de Mme Genet, l'artiste peintre que vous connaissez sûrement, bien connue dans la région, puis même plus la région, et qui est aussi autrice. C'est son deuxième livre sur Mme Laroche. La fameuse Mme Laroche, là, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est une roche, cette espèce légendaire à la sortie de la rivière Jacques-Cartier dans le fleuve, qui est immense, qui est impressionnante, sur lequel il y a un anneau mystérieux, il y a beaucoup de légendes autour de ça. Et bien, Mme Laroche, elle a le vu là, passer, tout autour d'elle depuis des millénaires, les derniers siècles, elle a vu passer les armées, tout ça, les bateaux, qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc, quelle occasion de faire parler cette roche. Et Madame Genet a un talent pour le faire avec son... Alors, c'est ça le sens de son livre, pour elle et pour nous, en même temps, dire, regarde, elle nous a interpellés, on fait une activité ensemble dans les jours de culture. Hey, c'est notre parfait. OK. Alors, elle a son livre, nous, on fait notre interprétation. Dave va travailler là, des semaines de recherche pour tout préparer le contenu documentaire de ça qui vous a été livré, puis qu'on apprend à tout le monde beaucoup. Alors, on voit l'engouement. Là, on avait limité des cours à 15, puis on s'aperçoit qu'on est qu'à 20 et 30. Il y a de l'engouement. C'est un très fort engouement, autant pour l'histoire, mais en même temps, les gens découvrent ce site d'une beauté exceptionnelle, dans un endroit exceptionnel, avec, bourré d'histoires, de mystères. Donc, écoute, ça augure bien pour la suite, je trouve, pour l'avenir de la société. Parlons-en de la suite. Est-ce que des interprétations comme ça, il pourrait y en avoir d'autres? Bien, c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on semble demander dans les commentaires déjà. C'est notre 3e visite aujourd'hui. Et c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on va faire, qu'on veut faire. Aujourd'hui, il y a des feuilles, dans 2 semaines, il n'y en aura pas. Là, le paysage est dégagé tout le tour, puis on est sur une pointe dans laquelle on verrait tout le tour du site. En tout cas, la société, c'est sûr qu'on va avoir en plan de continuer ce genre d'exercice-là, parce que le tour est déjà préparé aussi. Le gros travail de recherche par Dave est déjà fait. Puis en même temps, on prépare des activités pour l'hiver aussi. Tu sais, l'hiver, là, bon, c'est ça, vous voyez l'habillement. Maintenant, il y a eu des questionnements sur « Hey, vous êtes habillé quoi? Comment ça fonctionne votre habillement? » Puis tout ça, les noms, des choses. Donc, on aimerait ça aussi dans différentes activités. Expliquer aux gens d'aujourd'hui, en 2022, comment on s'habillait en 1660, comment on s'habillait à 1700, telle classe, l'armée, c'était une façon de s'habiller. On reconnaissait les armées par leur habillement, mais les classes moyennes, les défricheurs, ça, comment ils s'habillaient. Donc, on aimerait ça aussi aller dans ce sens-là pour des activités futures de conférences, d'interprétation, puis de mode, de démonstrations de mode, des choses comme ça aussi. Là. C'est un exemple de choses. Si les gens de Portneuf sont intéressés envers la Société d'histoire de Cap Santé, comment on fait pour avoir des informations, peut-être même pour faire des dons, contribuer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la Société d'histoire? En fait, la Société d'histoire, là, on a remis un petit dépliant à tout le monde là-dessus. Les coordonnées sont sur le dépliant. L'adresse, c'est la SH Cap Santé à commercial gmail.com. Nos coordonnées, on n'a pas de site encore. On veut éventuellement créer un site, mais là, comme on prépare des activités, donc éventuellement, on s'en va vers un site, éventuellement, ce qui va être plus facile, mais si on veut rejoindre la société là, sur le site de la ville, déjà est présente, et on a une adresse courriel que je viens de vous donner. Puis, les gens qui veulent joindre la société, l'activité supportée par des dons, c'est toujours bienvenu, c'est sûr. Hein, Et pour le site, on l'a mentionné, hein, la Fondation Philanthropique Québec aussi, la ville a parti là, un fonds philanthrope, là, un fonds justement pour les gens qui aiment l'histoire, pour supporter l'avenir de ce site sur ses aménagements et ses différentes activités qu'il y aura ici plus tard. Là.
Michel, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ben, merci beaucoup à vous, les médias, qui avez ce grand rôle de faire connaître nos super choses pornoises. Puis on est convaincus que votre travail est absolument essentiel, puis qui est utile à nous, comme société, et aux citoyens aussi. Là. Merci d'être là. Puis, merci à vous, et c'est sûr et certain que la Société d'histoire de Cap-Santé, c'est quelque chose qui mérite d'être connu. Je vous ai dit, hein, le fort a perdu son importance en 1760 après la bataille de Sainte-Foy. Et donc, en 1760, il commence à y avoir des bateaux britanniques qui passent devant le fort pour s'en aller vers Montréal et attaquer et tout ça. Et on est chanceux, il y a des témoignages qui existent de ça. Il y a un soldat qui s'appelle John Knox, qui est un Britannique. Il raconte que quand il est passé devant le fort Jacques-Cartier sur son navire, ils se sont fait tirer dessus par les canons de Jacques-Cartier, mais qu'ils n'ont pas été atteints. Donc, ils n'ont pas été atteints parce qu'il y avait une simple bonne raison, c'est qu'à la hauteur d'ici, à l'époque de la Nouvelle-France, à marée haute, le fleuve fait 4,7 km de large. Et la portée utile d'un canon français à cette époque-là, c'est à peu près 800 mètres à 1 km. Donc, on n'atteignait pas. Vous allez me dire, mon Dieu, c'était donc bien niaiseux d'avoir fait ça. Attention, la stratégie de départ de Lévis était brillante. Parce qu'on faisait Jacques-Cartier ici, mais on anticipait qu'on voulait construire un autre fort en face, à Sainte-Croix. Et là, on aurait eu un tir croisé. Là, ça aurait été difficile là, pour un navire de passer. Mais on n'a pas eu le temps ni les matériaux pour le faire. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont tiré dessus, mais naturellement, ça n'a rien apporté, ça n'a rien donné. Donc, ces canons-là, ils étaient ici, mais ils ont tiré, effectivement, mais sans avoir le résultat escompté. Merci au député fédéral Joël et au candidat Caron de vous être présenté aujourd'hui. Vous pouvez prendre la mesure comme nous de la majesté de ce site, de sa grandeur. Je tiens à rappeler à tous et toutes que ce terrain-là fait partie d'un ensemble un petit peu plus grand de 130 000 mètres carrés. Donc pour les plus jeunes, pour qu'ils comprennent, c'est 1 400 000 pieds carrés. Donc c'est du terrain qui nous appartient. Puis je tiens aussi à remercier nos Cap-Santéens, Cap-Santéennes qui sont ici aujourd'hui. C'est chez nous. Ça nous appartient maintenant, c'est à nous ce bien-là. Et c'est un parc naturel en milieu urbain, ce qui est d'une rareté. Ça fait la richesse de toutes les villes d'avoir un parc en milieu urbain. Vous le savez, la ville de Cap-Santé est appelée à croître, comme toutes les autres municipalités. Et cette richesse-là va prendre de la valeur à mesure que nos accès dans les forêts, dans les endroits où on va développer, vont prendre le pas sur la nature, bien, ça va nous en prendre des parcs pour conserver notre magnifique municipalité. Celui-là en est un exemple extraordinaire.